Bonjour à tous, aujourd'hui on essaye la version 2023 du Hyundai Kona, un véhicule qui change alors absolument tout. Le style, les dimensions et même la technologie. Il sera disponible en version hybride, c'est le modèle à l'essai là, depuis le début de l'été et à partir de septembre en 100% électrique. Cette montée en gamme, parce qu'on peut parler de montée en gamme, va lui permettre de se différencier du petit Hyundai Bayon et de mieux donc se positionner dans la gamme. Hyundai prend beaucoup de risques en changeant tout en termes de design. C'est ce qu'on appelle le design paramétrique chez le constructeur coréen. Alors ça se matérialise par ces lignes très marquées sur le côté, vous le voyez. Bon, à l'avant par une signature lumineuse qui est propre à la marque, avec un bandeau supérieur, avec les feux de position et puis les feux de jour et les feux de route qui sont positionnés plus bas ici. Ce à quoi il va falloir s'habituer, et j'avoue que j'ai beaucoup plus de mal, ce sont les passages de roues très marqués. Ça se voit surtout à l'arrière. En fait, c'est pour donner un style plus SUV au Kona. Bon, c'est une affaire de goût, mais je trouve que ça surcharge inutilement la ligne. Ça manque un peu de fluidité. Si vous n'aimez pas les passages de roues noires, vous pouvez toujours opter pour la version haut de gamme N-Line. Ils seront à ce moment-là dans la couleur de la carrosserie. Sinon, je vous parlais tout à l'heure d'augmentation de la taille. Eh bien, on a 14 cm et demi de plus que sur l'ancien Kona, ce qui monte désormais à 4,35 m. On est clairement maintenant dans le cœur du segment des BSUV. De belles jantes plus aérodynamiques. D'ailleurs, l'aérodynamique a été retravaillée sur la voiture. Chaussée, ça c'est devenu un classique avec des pneus assez généreux ici du 18 pouces. Un des bénéfices de l'augmentation de taille, c'est l'augmentation de la taille du coffre, puisqu'on gagne quand même 92 litres. On a désormais 466 litres, ce qui en fait un des véhicules les plus généreux dans son segment en capacité de chargement. À l'arrière, l'augmentation de l'empattement profite aussi aux passagers, en particulier avec plus 8 cm d'espace pour les jambes. Même chose que pour le coffre. Désormais, on est plutôt dans la moyenne haute du segment en termes de place à l'arrière. S'il y a matière à discussion sur le style extérieur de la voiture, en revanche, à l'intérieur, ça fera sans doute l'unanimité avec une présentation dans la nouvelle tendance Hyundai Kia. C'est très horizontal. Belle présentation, mais avec une qualité des matériaux qui est parfois inégale. Par exemple, ici, on a de l'aluminium plutôt joli. Et puis, sur le dessus de la planche de bord, un plastique dur, pas très flatteur. Et c'est la même chose pour la partie basse. En revanche, c'est très positif avec le cockpit digital, avec ses deux grands écrans de 12,3 pouces, à la fois pratique et réactif. Le problème, comme sur beaucoup de véhicules modernes, c'est qu'on a une quantité de fonctions absolument astronomique et ça peut parfois perturber. Par exemple, vous voyez, si je vais sur le véhicule, les assistances à la conduite, il y en a une flopée, et le temps de tout comprendre ou de tout paramétrer en roulant, ça peut parfois être dangereux d'ailleurs. Originalité, le sélecteur de vitesse est derrière le volant. C'est ce petit levier ici, vous voyez. Hop, je passe les vitesses comme ça. Extrêmement simple, et surtout ça a permis de dégager complètement la console centrale. On a ici un chargeur à induction, ici le sélecteur de mode. Alors c'est intéressant parce que on a 3 modes disponibles et vous allez voir que c'est original. Le mode normal, c'est le mode éco. On bénéficie aussi d'un mode sport et d'un mode neige. 3 modes seulement, éco en normal. Notre version exécutive est extrêmement bien équipée, avec toutes les aides à la conduite, mais dès le niveau de base, il y en a beaucoup. Les petites palettes derrière le volant, je vous explique tout à l'heure comment elles fonctionnent. Elles ont plusieurs modes de fonctionnement. Vous voyez, là, on a en particulier en plus, alors je ne vous ai pas détaillé, mais les sièges électriques qui sont ventilés, chauffants,
Bref, sur la version exécutive, vraiment un équipement très riche. C'est la montée en gamme de cette voiture. Pour rentrer dans la voiture, on a une clé digitale. En fait, on peut répliquer cette clé sur un smartphone et même sur 3 autres smartphones. En clair, vous avez oublié la clé chez vous ou votre fils veut se servir de la voiture alors que vous êtes, par exemple, en province, vous pouvez lui programmer sur son téléphone l'utilisation du véhicule pendant une période donnée. On soulève le capot pour la forme puisque la motorisation n'a pas changé par rapport à la précédente génération. On a toujours un moteur 1,6 litre atmosphérique qui développe 105 chevaux, qui est accouplé à un petit moteur électrique de 43 chevaux et demi. Une boîte DCT 6 rapports, c'est-à-dire double embrayage, boîte robotisée, double embrayage à 6 rapports. Et puis, pour alimenter le moteur électrique, une petite batterie de 1,56 kWh, une batterie lithium-ion. Bon, c'est un peu décevant que Hyundai n'ait pas daigné donner un petit peu plus de nerfs à la voiture, mais on verra que ça reste suffisant. Bon, il y a une petite fonctionnalité rigolote qu'on avait déjà expérimenté sur un autre modèle Hyundai et qui permet, quand on est garé comme ici, là, en rang très serré, de demander à la voiture de sortir toute seule. Avance, ma belle. Voilà. Ça, si vous voulez épater les amis, ça marche bien. Il suffit d'appuyer sur la télécommande et la voiture avance toute seule. On s'attendrait à avoir une conduite parfaitement détendue au volant de ce nouveau Kona, mais il y a quelques petits bémols. Tout d'abord, le confort, je le trouve assez ferme. Et puis, vous entendez, voilà, ici, on a une limitation à 30 km/h. Je suis à 31 km/h et vous avez ce bip bip lancinant. On quitte la zone 30. Sauf que la voiture n'a pas encore mesuré qu'on avait quitté la zone 30 et donc ça se met de nouveau à sonner de partout et ça franchement c'est vraiment agaçant, ça gâche le plaisir de conduite. On peut retirer les aides mais il faut passer par des menus, des sous-menus, c'est long et comme je vous le dis, ça laisse une première impression un peu confuse. Voilà, on se sent un peu perdu au volant de la voiture qui se met à biper de partout. On ne sait pas pourquoi. Sinon, en dehors de ça, la motorisation, on la connaît. C'est vrai qu'elle est agréable à partir du moment où on ne le sollicite pas trop. On verra tout à l'heure en appuyant plus fort ce que ça donne. Là, au centre du volant, vous avez une petite caméra qui vérifie l'attention du conducteur ou plutôt son état de fatigue. On va dire l'hypovigilance, voilà. Pour utiliser un mot plus intelligent. Le problème, c'est que c'est hyper sensible. Le fait, par exemple, de regarder la radio pendant quelques secondes, voilà, je vais vous faire la démonstration, ça y est, ça se met à sonner, ça clignote. C'est, alors je dirais, un des défauts des voitures modernes. On a tout un tas d'alertes qui se mettent en route pour tout et rien. Et franchement, c'est très perturbant. On est à 110 km/h sur l'autoroute pour tester le niveau de bruit à bord de cette nouvelle génération de Kona. La moyenne depuis une dizaine de kilomètres, c'est 63,3 décibels. C'est donc une voiture très silencieuse. On a peu de bruit de roulement, on n'a pas non plus de bruit aérodynamique. On entend très peu la mécanique à partir du moment où on est à vitesse stabilisée. Donc une voiture silencieuse. À 130 km/h, la voiture reste silencieuse. Et ce qui est intéressant, c'est ça là. Alors pensez à prendre poids. Dès que je quitte une seconde la route des yeux, c'est franchement pénible ces systèmes-là. Vous voyez, on est à 130 km/h, il n'y a pas de compte tours, mais on a le régime qui s'affiche là, 2400 tours minute. Donc le moteur thermique tourne très doucement. Ça sera, avec l'amélioration de l'aérodynamique, une des raisons de la baisse de consommation par rapport à l'ancienne génération de Kona. En agglomération au feu vert, on va démarrer évidemment en électrique. Toutefois, si on n'a pas le pied trop lourd, parce que on a un moteur électrique qui ne fait que 43 chevaux et demi, donc dès qu'on a le pied, dès qu'on appuie un tant soit peu sur la pédale d'accélérateur,
On va démarrer le moteur thermique, donc on a un fonctionnement en mode 100% électrique qui est par exemple moins fréquent qu'avec un hybride Toyota. Lorsqu'on est en position éco, donc standard, les petites palettes derrière le volant servent à régler la récupération d'énergie. On a 4 niveaux qui sont paramétrables, on le voit là. Donc ça peut aller de beaucoup de freins moteurs, vous voyez, comme ça, même jusqu'à carrément de la conduite. Là, c'est indiqué max de la conduite, ce que moi j'appelle le one pedal drive in French. Ça veut dire qu'on va aller jusqu'à l'arrêt total si je décide de... Voilà. Vous voyez, je vais m'arrêter. Un des avantages du système full hybride Kia, c'est que on a une boîte, alors ici à 6 rapports, qui est une boîte robotisée, donc on ne va pas avoir l'effet de patinage désagréable quand on roule un peu plus sportivement avec la voiture. Je vais passer voilà, en mode sport. Alors déjà, on a les palettes là qui peuvent nous servir à passer les rapports, et vous allez voir. Donc on a un comportement qui est beaucoup plus dans l'esprit, j'allais dire, d'une voiture normale. Mais on n'a pas ce phénomène très désagréable sur beaucoup de systèmes hybrides. Il n'y a pas que les Toyota d'ailleurs, où on n'a pas de corrélation entre le régime moteur et la vitesse. Là on le voit bien, j'accélère, le régime monte, la vitesse augmente proportionnellement. Ça sera beaucoup plus agréable en montagne en particulier. Tiens, on va se faire un petit test de ralentisseur pour bien mettre en évidence la relative fermeté des suspensions. Vous voyez, ça percute un peu là. Mais l'avantage, c'est que malgré les 1500 kg de la voiture, on va avoir un comportement qui est assez neutre. Même dans les enchaînements de virages, vous voyez, ça passe plutôt pas mal. Les performances sont suffisantes. J'ai mesuré 0 à 100 km/h en 10 secondes. Je ne sais pas si les chiffres du constructeur vont dans le même sens. C'est pas un boulet de canon, mais c'est largement suffisant. Et de toute façon, on n'utilisera jamais la voiture dans des conditions comme ça. Pour la première raison, c'est que ça va consommer évidemment beaucoup plus, mais surtout, écoutez, la sonorité du moteur 1,6 litre, c'est pas très agréable à haut régime. Verdict conso, Hyundai annonce une baisse de consommation entre cette nouvelle génération et l'ancienne d'environ 10%. Bon, on a fait de l'autoroute, on a roulé à 130, on a fait de la petite route, on a fait de la ville, on est à une moyenne de 5,3 litres au 100, c'est plutôt raisonnable. La consommation normalisée sur cette version s'établit à 4,7 litres. On n'a donc pas de malus avec les émissions de CO2. Voilà, 5,3, c'est bien. Je pense que un modèle Toyota aurait peut-être fait un tout petit peu mieux, mais ça se resserre. On va pas se mentir, ce Hyundai Kona 2023, il est mieux que la précédente génération. Il est plus logeable. Je laisse de côté évidemment le design, chacun se fera sa propre opinion. Donc il est plus logeable, il a une capacité d'emport qui est supérieure, des performances qui sont similaires, le tout avec une consommation un peu plus basse. Là où vraiment ça va coincer, c'est qu'on a une différence de tarif qui est juste énorme avec l'ancienne génération. On a 4000 € d'écart. Alors Hyundai le justifie en disant on a beaucoup plus d'équipements. C'est vrai qu'on a plus d'équipements sur la nouvelle version, mais ces équipements ne sont pas tous franchement utiles. Par exemple, si vous prenez les aides à la conduite, il y en a, allez, la moitié qui sont juste inutilisables. Pourquoi? Parce que vous pétez un câble avec toutes ces sonneries de partout et il y a un moment, vous vous arrêtez, vous coupez tout et à chaque fois que vous remettez le contact, qu'elle se remette en route, c'est franchement agaçant. Ça serait gratuit, ça serait déjà en kikidant, mais en plus si vous les payez, ça devient stupide. Donc il est mieux, mais il est beaucoup plus cher, à tel point qu'on arrive pratiquement au tarif d'un Kia Niro, qui lui est de la catégorie supérieure. Et alors Hyundai vous dira encore, oui, mais l'équipement est différent. Mais est-ce que ça justifie un tel écart de prix? Je pense pas.